Aujourd'hui, toujours plus d'actualité sur l'UFC 310. Islam Makhachev et Merab Dvalishvili qui défendront leurs ceintures respectives en janvier, mais aussi toutes les actualités majeures du jour. Nous sommes le jeudi 5 décembre 2024, c'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the noose and in my mind, all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissist. Depuis sa défaite face à Cyril Gane en 2021, Alexander Volkov a changé énormément de choses. Nouveau sparring partner, nouvelles méthodes d'entraînement et surtout de nouvelles compétences. Pour la petite histoire, il s'entraîne maintenant à Las Vegas et sur 4 victoires consécutives. Et bien sûr, il affronte le Français ce week-end sur la carte principale de l'UFC 310. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était en juin, et sa victoire sur son compatriote Sergei Pavlovitch. Il n'a pas attendu d'avoir de nouveau un combat de prévu pour s'entraîner. Il dit être retourné à la salle aussitôt et avoir mis l'accent sur ses points faibles. Sinon, il aurait aimé prendre sa revanche sur Thomas Spinal, mais comprend que l'anglais est pour l'instant tourné vers la ceinture, et donc invraisemblablement vers John Jones. Pour ouvrir cette carte principale, on a Nate Landwehr contre Do Ho Choi. Le Sud-Coréen reste sur une victoire, c'est en juillet dernier, un KO au deuxième round. Avant ça, c'est un match nul et 3 défaites, mais surtout une carrière faite de longues absences, 2 combats en 2016, rien en 2017, un en 2018, un en 2019, et puis rien jusqu'en 2023, année au cours de laquelle il n'a combattu qu'une fois. Forcément, hein, c'est assez compliqué d'évoluer dans une carrière aussi décousue. Maintenant, il faut quand même préciser hein, qu'il est sud-coréen et qu'il a donc eu un service militaire obligatoire, ce qui explique un peu les choses. Sinon, il estime avoir dernièrement progressé sur son cardio, sa puissance, mais aussi les basiques du striking, notamment la défense, et n'est pas satisfait de ses 2 dernières apparitions, estimant ne pas avoir été assez spectaculaires. Il a cependant un bon espoir que les choses soient différentes ce week-end face à un Landwehr qui l'attend ultra agressif et dont il aime beaucoup la mentalité tuer ou être tué comme on a pour habitude de dire. Brice Mitchell s'est dit très heureux de combattre sur la carte principale ce week-end, c'est une preuve de confiance de la part de l'UFC, tout en reconnaissant que Sterling aurait plus mérité, mais il comprend que l'IFC veuille attirer plus de monde sur la carte préliminaire. Concernant le combat, il s'attend à ce que son adversaire, Kron Gracie, soit très agressif, comme à son habitude, et est même prêt à aller au sol avec lui. Forcément, le fait de combattre un Gracie et de savoir que toute la famille Gracie va regarder ce combat est une source de motivation. La dernière fois qu'on a vu Mitchell dans l'octogone, c'était il y a un an, et ce terrible chaos face à Josh Emmett. On lui a donc demandé comment il s'était remis. Il répond qu'il n'a pas fait de sparring pendant plusieurs mois. Par contre, il en a fait tout au long de son camp, en évitant quand même d'y aller trop fort pour éviter les gros coups à la tête. Il ajoute qu'il ne s'attend pas à ce que Kron frappe plus fort qu'Emmett, et il assure être devenu plus sérieux dans ses entraînements depuis quelques mois, et surtout depuis la naissance de son fils. Movsar Evloev fera face à Aljamain Sterling, combat qui aura lieu en prélim. Le russe n'est pas du tout affecté, il estime que plus de personnes pourront voir ce combat, et surtout voir qui sera le prochain prétendant à la ceinture. C'est vrai hein, qu'avec une victoire ce week-end, il sera difficile de ne pas le considérer comme le plus légitime à avoir sa chance. En tout cas, si l'UFC ne la lui donne pas, il sera prêt à revenir d'ici 2 mois. À 30 ans maintenant, il veut être actif. Une revanche avec Diego Lopez l'intéresse beaucoup. D'après lui, Lopez n'avait rien à perdre dans leur premier combat, et c'est ce qui en a fait un adversaire redoutable. Les choses sont différentes aujourd'hui, et il pense que sa prestation s'en fera ressentir. Concernant Sterling, il est d'accord pour dire que son combat face à Qatar était bon, mais Qatar est un striker et il n'a fait que le maintenir au sol pendant tout le combat, chose qu'il ne pourra pas faire face à lui. Et puis comme vous le savez, hein, ce combat devait avoir lieu à la base au mois d'octobre, Sterling s'était blessé et avait dû annuler. Il a expliqué qu'il n'était pas trop énervé parce que même si cette annulation a eu lieu à 2 semaines du combat, il n'avait pas encore commencé à couper le poids. Petroyan est revenu sur son dernier combat, très belle performance hein, face à Davison Figueiredo, et surtout performance qui le place tout proche du titre, juste derrière Oumar Nurmagomedov d'après moi, mais comme on en a déjà parlé, hein, il aimerait avoir sa chance tout de suite face à Merab, et le champion s'est montré plutôt intéressé lui aussi. Concernant ce combat face à Figueiredo, il revenait de blessure, n'avait pas de douleur, mais avoue qu'il y avait quand même un peu d'appréhension,
ce qui explique qu'il n'a pas été aussi agressif que d'habitude. En tout cas, c'est ce qu'il explique. Le voilà maintenant sur 2 victoires de suite, une première depuis plusieurs années. On lui a donc demandé si sa confiance était de nouveau au maximum. Il répond qu'il n'a jamais perdu confiance, puisque même si les juges ne l'ont pas donné vainqueur face à O'Malley et Sterling, il est lui persuadé d'avoir fait ce qu'il fallait pour l'emporter. D'ailleurs, hein, si la prochaine fois qu'on le voit dans la cage, ce n'est pas face au champion, il aimerait sa revanche face à O'Malley. Et puis s'il venait à affronter le champion, Dvalishvili, ce serait aussi une revanche, hein, puisque le Géorgien l'a battu en 2023. Il nous apprend qu'il était blessé à l'épaule droite lors de ce combat, et qu'il ne pouvait donc pas envoyer ce bras comme il l'aurait souhaité. Sinon, il est prêt à revenir n'importe quand. Merab a laissé entendre que mars sonnait bien, c'est un mois qui lui convient aussi. Sinon, c'est officiel, Islam Makhachev et Arman Tsarukyan vont s'affronter à l'UFC 311 le 18 janvier. C'est le combat qu'on voulait voir, je vous disais dans l'émission d'hier que Tsarukyan avait dévoilé que c'était fait, qu'il attendait juste l'officialisation. Le 18 janvier, magnifique. Et justement, Islam Makhachev, on parle beaucoup d'un combat contre Topuria. Il expliquait qu'il n'était pas du tout intéressé, que c'était pas la même catégorie de poids, que le battre ne lui apportait rien du tout, parce qu'il n'allait pas gagner de ceinture, et que tout le monde déjà n'arrêtait pas de dire qu'il ne combattait que des mecs plus légers que lui, faisant allusion forcément à Alexander Volkanovski. Et puis il dit par contre, si c'est vraiment ce que les gens veulent voir, si les gens veulent vraiment le voir perdre, peut-être qu'on fera ça. Donc bon, il dit un peu tout et son contraire. Je pense que si ce combat a lieu, ce sera pas tout de suite, peut-être dans quelques combats. Maintenant, si Makhachev bat Tsarukyan, qui est-ce qu'on va lui mettre en face actuellement? Une revanche contre Oliveira, peut-être, mais ça reste une revanche. L'UFC a l'air de bien aimer Topuria, donc écoutez, c'est entre les mains de l'UFC. Et puis hier, je vous disais que Oumar Nurmagomedov avait été blessé, au bras, je crois qu'il parlait d'une fracture, qu'il ne pouvait donc pas combattre au mois de janvier. Et bah, devinez ce qu'on apprend aujourd'hui, Merab Dvalishvili va affronter Oumar Nurmagomedov le 18 janvier aussi, donc en co-main event sur cette carte. Franchement, ça va faire une super carte là, le mois de décembre était énorme. On nous annonce le mois de janvier seulement maintenant, donc c'est dans un mois et quelques jours. Ça va être une carte de dingue, on aura l'occasion d'en reparler, mais en tout cas, c'est des combats qui font du sens. Ce sont les combats les plus logiques dans chacune des 2 divisions, donc on ne peut que se réjouir de ça. Petroyan, je vous en parlais tout à l'heure, mais je vous l'avais pas signalé, il a fait une petite blague sur Sean O'Malley en disant qu'il était blessé, qu'une blessure de laquelle il aurait dû revenir assez rapidement, il va prendre 9 mois, il est sûrement enceinte. Petite blague. Et sur les réseaux sociaux, il met Sean O'Malley, quand est-ce que tu accouches? Et O'Malley lui répond, je fais une prédiction dans le deuxième quart de l'année 2025 contre Merab, merci d'avoir demandé. Petite blague d'O'Malley, l'air de lui dire je vais te passer devant. Maintenant qu'on sait que Merab va affronter Oumar, si c'est Oumar qui gagne, est-ce qu'O'Malley aura directement sa chance contre Oumar? Je ne sais pas. Personnellement, je pense que maintenant, celui qui mériterait le plus ensuite, ce serait Petroyan. Mais est-ce qu'on aura une demi-finale entre les deux? C'est fort possible. Sinon, on a Justin Tafa, combattant poids lourd, assez spectaculaire, hein, c'est vraiment le Maori pur et dur dans la suite de Mark Hunt, voire de Tai Tuivasa, ça tape très fort avec les poings. Il vient de signer un nouveau contrat de plusieurs combats avec l'UFC, donc on devrait le revoir très prochainement. Yann Gary, lui, a avoué qu'il avait été soumis, qu'il avait été étranglé par Shavkat Rakhmonov. Il dit maintenant, c'était il y a plusieurs années, c'était à l'entraînement. L'entraînement, c'est pas le combat. S'il est vraiment meilleur que moi, il n'a qu'à le prouver ce week-end. Il n'a qu'à le prouver devant tout le monde, devant les caméras. Si je vous disais le nombre de mecs que j'ai totalement dominé à l'entraînement, vous penseriez que je suis le meilleur au monde. Bon, c'est vrai, on a toujours tendance à dire que ce qui se passe à l'entraînement doit rester à l'entraînement, que les choses sont différentes. Tu ne sais pas comment travaillent l'un et l'autre. Voilà, on avait des doutes, hein, beaucoup de combattants de leur salle disaient: «Oui, il y a eu un sparring, il s'est passé quelque chose», on savait pas quoi. Rakhmonov a déclaré qu'il l'avait soumis, on savait pas, au moins les choses sont clarifiées, puis ce week-end, ça va être clarifié une bonne fois pour toutes. D'ailleurs, Yann Gary a aussi dit qu'il pense que peu importe le résultat de ce week-end, ils se reverront un jour dans leur carrière parce que ce sont les 2 meilleurs de la catégorie. Hâte de voir ça. On a, vous savez, Turki Alalshikh, Alalshikh, vous m'excuserez, hein, c'est un gars d'Arabie Saoudite, c'est lui qui fait la promotion de beaucoup de combats de boxe anglaise, il organise un peu tout ça. Il a dit qu'il voulait faire un Jones contre Ngannou, et on a Dana White qui a tweeté absolutely not true, donc absolument faux, ce sera Jones contre Tom. J'espère qu'on va avoir ce combat, j'espère vraiment. Jones contre Ngannou, j'aurais envie de voir ça, j'y crois pas trop, mais aujourd'hui à l'UFC, c'est Aspinal qui mérite. J'espère qu'on aura, comme j'ai déjà dit, ce Aspinal contre Jones, et Dana White a l'air de pousser dans ce sens-là. Un petit peu de boxe anglaise, mais vous allez voir, connecté au MMA, puisque Ryan Garcia
tweet qu'il est très excité pour son premier combat à l'UFC et qu'il se fera entraîner par Alex Pereira. Je ne sais pas si c'est vrai, on sait que Garcia, il a toujours des sorties un peu spéciales, hein. Il est un petit peu lunaire parfois, ça fait partie de sa communication aussi. Est-ce qu'on le verra en MMA un jour déjà? Je ne sais pas, mais premier combat directement à l'UFC, pourquoi pas? Écoutez, maintenant c'est pas le combat que j'attends le plus, mais ça ferait forcément, un gros coup de pub. Écoutez, on est jeudi, d'habitude je fais ça le vendredi, mais je ne sais pas si je pourrais enregistrer demain, donc on va jeter un œil à la carte principale de l'événement. Je vous affiche les cotes à l'écran. C'est pas sponsorisé, hein, vous le savez, c'est juste pour qu'on ait une petite idée de ce qui nous attend, et puis que je puisse un petit peu plus développer. Sinon, je vous renverrai comme toutes les semaines vers la chaîne UFC Analyse et Pronostic. C'est fait bien mieux que moi, c'est toujours un travail bien plus approfondi. Donc n'hésitez pas à aller voir, et on commence tout de suite avec le premier combat de la soirée, Nate Landwehr contre Duo Choi. Pas premier combat de la soirée, premier combat de la carte principale. Personnellement, je trouve que Choi est plus technique. Nate Landwehr, c'est un peu plus un bagarreur, hein, je grossis les lignes. Donc forcément, dans ces cas-là, tu as tendance à dire que le technicien va réussir à le contrer. C'est fort possible. Maintenant, Duo Choi, comme on l'a dit, il n'est pas sur la meilleure série de sa vie. J'ai peur que Landwehr le brise mentalement avec une grosse pression, qu'il le touche très dur dès le début et que Choi ne sache pas comment revenir. C'est ce que je pense. On peut être surpris. Je vais quand même y aller avec Landwehr sur ce combat, et puis aussi parce que c'est un combattant que j'adore, qui est toujours très spectaculaire. Donc j'estime qu'il mérite un nouveau bonus. Ensuite, Brice Mitchell contre Kron Gracie. Je vais y aller avec Mitchell. On peut être surpris, bien sûr, hein. Comment va-t-il revenir de ce KO face à Emmett? Maintenant, je pense que debout, il est meilleur. Il peut aussi aller lutter Gracie. Il peut peut-être le coller à la cage, gagner du temps comme ça. Au sol, forcément, c'est très 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 risqué, hein. Gracie pourrait le soumettre. Donc je pense qu'il a tout intérêt à garder le combat debout. Comme il l'a dit, et Gracie ne va pas frapper aussi fort qu'Emmett. Maintenant, si ton menton n'est plus là, tu peux avoir des surprises. Et puis surtout, il en suffit d'une à la pointe du menton, hein. À ce niveau-là, déjà, chez les amateurs, ça peut aller très vite. Quand tu fais partie de l'élite, même si t'es pas connu pour être le plus gros puncher, ça peut arriver. Ensuite, notre Français Cyril Gane contre Volkov. Alors moi, je vais y aller avec Cyril Gane, je pense qu'il est meilleur. Volkov, quand il est arrivé à l'UFC, il était champion au Bellator. J'ai vu son premier combat à l'UFC, je me suis dit, attention, ce mec-là va poser problème. Il était très précis debout, vraiment, et chaque frappe était envoyée avec un but, il n'y avait rien qui était acheté. Des bons directs en ligne, il jouait très bien de son allonge, des bons kicks, des très bons low kicks. Ensuite, il avait affronté Verdum, il avait montré qu'au sol, il avait quand même un niveau. Bon, depuis, on l'a vu se faire soumettre par Aspinal. Mais quand même, je pensais vraiment qu'il allait faire très mal. Et puis finalement, on a vu que ça commençait à dérailler un petit peu, hein, le train Volkov. Gann l'a battu la première fois. Je pense qu'il va le rebattre, même si on peut avoir des interrogations sur le niveau de Gann. C'est peut-être mon côté chauvin qui me fait dire ça. Je vais quand même y aller avec Cyril Gann. Volkov a beaucoup évolué depuis leur premier combat. Ça peut jouer, bien sûr. S'il joue très très bien de son allonge, il peut poser des problèmes à Gann qui aura besoin de rentrer. Maintenant, je crois que la différence d'allonge, elle est pas si extraordinaire que ça. Faudra vérifier. Je vais quand même y aller avec Cyril Gane sur ce combat, et puis bien sûr, j'aurais aimé voir Gane peut-être aller lutter un peu. Volkov a pris du poids depuis leur premier combat, ça va être encore plus dur de l'amener au sol. La réponse ce week-end. Et là, on rentre dans les discussions très très intéressantes. Shavkat Rakhmonov à 1,22 contre Yann Gary à 3,40. Je vais y aller avec Rakhmonov, mais attention, j'ai l'impression qu'on sous-estime tous énormément Yann Gary. Il est très précis debout, c'est un bon contreur. Après, Rakhmonov, c'est pas le genre de mec à se jeter bêtement comme ça, mais tout peut arriver. Rakhmonov, quand il avait affronté Geoff Neal, il avait pris beaucoup de coups. Il avait un peu la nuque raide, hein, il avait pas trop de mouvement de tête, il prenait des coups quand même. Contre Gary, il faudra faire attention, il est assez précis. Maintenant, s'il vient le lutter, je vois pas trop Gary s'en sortir. Mais Gary s'est quand même entraîné pendant très longtemps à la shooter box. Avec Oliveira, il va avoir Oliveira dans son coin. Ça peut être de précieux conseils, je dis pas que ça fait tout forcément. Mais c'est peut-être plus serré que ce qu'on pourrait croire. Maintenant, si je dois parier, je vais parier sur Rakhmonov. Je vais peut-être même me tenter un petit combiné ce week-end, un petit combiné Gann, Rakhmonov et pourquoi pas Mitchell. Bon, c'est pas des grosses cotes, hein. 1,09, 1,23, 1,22, mais écoutez. Et puis le main event, Pantoja contre Kaya Sakura. Là, encore une fois, il y a une grosse inconnue dans ce combat, c'est le niveau d'Asakura. J'ai vu ces combats, hein, que ESPN a mis sur Internet, etc. Mais maintenant, quand en face, c'est pas l'UFC, tu peux toujours avoir un doute, c'est des adversaires que je connaissais pas forcément. Pantoja, on sait de quoi il est fait, moi il ne cesse de me surprendre, je pensais pas qu'il deviendrait champion. Il est sur une dynamique de dingue, j'adore ce combattant. Je pense qu'il a le vent dans le dos en ce moment. Maintenant, Asakura va aussi vouloir le surprendre, va aussi vouloir prendre sa part du gâteau. Ça va être super intéressant. Je ne m'aventurerai pas à parier sur ce combat. Même si j'étais obligé, bon bah je mettrais sur Pantoja, c'est le favori, c'est le champion UFC. On va dire que c'est le meilleur au monde. Mais bon, tous les meilleurs un jour ont perdu. Vous me direz pas Khabib, mais bon, c'est comme ça. Donc j'irai avec Pantoja.
Donc voilà un peu ce que je pensais de cette carte-là. Si j'ai l'occasion de faire une émission demain, on reparlera forcément des combats. Là aujourd'hui, j'ai décidé de mettre l'accent sur les combattants un peu moins dans la lumière, hein. Evloev, Choi, etc. Volkov, on parle plus de Gane que de Volkov forcément en France. Donc voilà, j'ai décidé d'attaquer les choses sous cet angle-là. Demain, je parlerai des autres si j'en ai l'occasion. Et puis on ira aussi faire un petit tour sur les prélims. Il y a de belles choses à dire, notamment Sterling contre Evloev. J'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver demain, mais tout de suite, c'est pas fini. On passe à votre moment avec la minute auditeur. Et on commence avec Brigitte Payne qui me dit Arman va jamais devenir champion, Islam est trop fort. Ensuite, on a Axel qui lui répond justement la lutte défensive et le sol offensif et défensif d'Arman est bien plus fort. Bah là, on va avoir la réponse au mois de janvier. On parlait de ça hier, c'était pas encore officiel. Et moi, je répondais que si Arman ne bat pas Islam, je ne vois pas qui va le battre dans la catégorie. Parce que même Oliveira, je pense qu'Islam est meilleur. Tout peut arriver, bien sûr. Mais ensuite, on a Bersa qui nous dit personne ne va plus jamais gagner contre la team Akhabib. Ils sont trop loin, trop forts pour le reste du monde. Bah écoute, c'est vrai qu'actuellement, ils ont le vent dans le dos. Par contre, je pense que toutes les salles sérieuses, tous les coachs sérieux doivent disséquer ce qu'ils font. Je me rappelle de Nicolas Haute, il y a quelques années déjà, qui disait ouais, tout le monde les observe, les Dagestanais, parce qu'au Daghestan, le MMA, c'est le sport national, donc ils ont des stratégies, c'est vraiment les gamins sont pris tout jeunes, on les forme, etc. Un peu comme les écoles de foot chez nous. Donc là, tout le monde regarde ce qu'ils font, et je pense qu'un jour, on va réussir à résoudre le puzzle. Je dis pas que ça va être facile, mais tu vois, Makachev, il est pas passé loin contre Volkanovski de perdre, c'était tout juste. Donc peut-être qu'on commence un peu à voir des limites. Est-ce que Tsaroukian va réussir? Je ne sais pas, mais ça va être très intéressant de voir ça. Je suis d'accord que là, depuis quelques années, les Dagestanais font très très mal, surtout avec leur lutte, même si Makachev, là on le voit, hein, debout il est très bon, Oumar Nurmagomedov très bon aussi. Donc j'ai vraiment hâte de voir comment vont évoluer les choses, mais je te rejoins qu'actuellement, ils sont vraiment très impressionnants. Le prochain commentaire, c'est Sam Sulé qui me dit Strickland m'énerve, il a battu Costa depuis sa défaite contre DDP, le combat le plus ennuyant de la carte et il demande un title shot alors que Costa était classé 7 ou 8. C'est vrai, je pense que Strickland mériterait un combat de plus, une victoire de plus avant d'arriver à la ceinture. Maintenant, il était le champion sortant dans un combat très serré. On lui met Costa, on lui avait peut-être promis un title shot ensuite, donc je comprends qu'il soit resté un peu sur le côté. En plus, il y a eu une blessure au genou, hein, je vous en parlais la semaine dernière, il a été se faire des injections. Donc c'est un peu compliqué, mais c'est vrai que quand tu as Shimaev à côté qui vient de détruire Whittaker, et bah forcément ça met du poids dans la balance. Ensuite j'ai Supike qui me dit Gane contre Volkov, souvent décrit comme non hypant, mais vu que Cyril a conservé sa deuxième place et Volkov a enchaîné 4 victoires en étant classé troisième maintenant, Cyril n'avait pas d'autre choix que de le prendre. D'ailleurs, il me semble que Dana a dit que c'était un title eliminator, et que donc le gagnant rencontrerait Aspinal, quoique décide Jones, à vérifier, mais il me semble que j'ai vu passer. Après, on connaît, c'est Dana White qui choisit les bulles dans la limonade. Moi, c'est vrai que Dana White peut te dire tout et son contraire. Moi, j'ai pas vu passer cette information-là, mais c'est sûr qu'une grosse performance, si Jones décide de laisser la ceinture vacante, je ne vois pas qui pourrait affronter Aspinal à part Volkov ou Gane. Bon, bah, Volkov, on a vu dans le premier combat que ça avait été compliqué. Gane, ça n'a jamais eu lieu, donc ouais, moi, en tant que Français, j'aurais envie de voir ce combat. Donc écoutez, j'espère qu'on verra ça un jour. Sinon, il y a Mania Quiz, et t'es pas le seul à me dire que Peña est américaine. Parce qu'hier, je disais qu'il n'y a pas énormément de champions américains. J'avais cité Jones, puis Bilal Mohamed qui a la double nationalité palestinien-américain, mais qui représente la Palestine. Je crois que c'est ce qu'on avait dit hier. Et tu me dis Peña, c'est vrai, j'avais pas du tout pensé aux femmes, hein, vous m'excuserez. Mais on a aussi Peña qui est américaine. Et puis sinon, hier, je vous disais aussi que Kron Gracie avait déclaré que lorsqu'il a affronté Jourdain, son entourage lui avait dit tu n'as besoin que de ton JJB, ne va pas boxer, c'est pas la peine, etc. Et qu'il le regrettait un petit peu aujourd'hui. Et TNSN me dit que son coach est brésilien, il connaît la famille Gracie de plus ou moins loin. Il me racontait des anecdotes sur leur manière de penser et il n'est pas étonné de cette mentalité. Et puis après, il ajoute que là-bas, pendant un moment, c'était très particulier. À une époque, ils interdisaient les femmes de faire leur sport. Les enfants étaient endoctrinés sur certaines choses. Ils pensent toujours que leur sport est le plus dangereux, sauf que maintenant ça a bien changé, les gars sont tous super entraînés. Et moi je te répondais en rigolant que moi j'ai fait surtout de la boxe pied-point, je vous en ai déjà parlé. J'ai fait un peu de JJB, mais c'est vrai que dans le JJB, je le dis en plaisantant, il y a un peu ce côté secte que tu ne retrouves pas dans la boxe. C'est vrai que les gars du JJB souvent sont convaincus que leur sport est le meilleur, etc. Et je me souviens de Cyril Diabaté, mais il y a des années, hein. Je crois que c'était en 2010, au tout début où je m'intéressais hein, au MMA, au sport de combat. Il expliquait que souvent les gars qui viennent du judo et du JJB ne se rendent pas compte de ce que c'est que de prendre un coup, de prendre un gros coup. Il dit des fois, les mecs, tu leur mets un low kick, ça les brise mentalement parce qu'ils sont pas habitués à ça, ils sont pas habitués à prendre des coups. Mais bon, après, c'est vrai que quand tu arrives du JJB, que tu as un très gros niveau et que tu te mets sérieusement au pied-point, forcément, je trouve, moi, que progresser en JJB ou en lutte, ça met plus de temps que de progresser en pied-point. Après, ce n'est que mon avis, vous me direz ce que vous en pensez.
Écoutez, on a fait le tour de l'actualité pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une bonne journée et j'espère qu'on se retrouve demain à 17 h. Salut.